Merci beaucoup pour votre invitation. Merci du coup aussi de pouvoir communiquer à côté de Raymond Séchet et de faire finalement une conférence pluridisciplinaire, puisque moi je vais parler du côté de la sociologie non quantitative. Je sais dans un terrain très acquis aux méthodes quantitatives, mais je sais qu'on peut discuter. La preuve, il et elle savaient pourquoi il et elle m'invitaient, puisque l'idée c'était que je parle des filles du coin. Autant vous dire que je ne les ai pas comptées. Et donc, je n'aurai pas de données objectives pour vous dire combien elles sont, contrairement à parfois quand on parle des jeunes invisibles et que dans certains PIA, on peut nous dire qu'ils sont 577 jeunes invisibles. Et où on peut toujours se poser la question de qui sont ces jeunes invisibles qu'on peut compter exactement voilà, à l'unité près. Donc, je ne ferai pas l'affront aux filles de les compter ou de les avoir comptées, mais je vais plutôt vous raconter l'enquête que j'ai faite et qui croise finalement cette question de trajectoire d'emploi, de formation, de territoire, et du coup de territoire et de parcours, puisqu'il s'agit de rendre compte d'une recherche que j'ai faite sur les jeunes femmes des milieux populaires qui vivent dans les territoires ou les espaces ruraux, en tout cas deux notions qu'elles n'utilisent pas, puisqu'en fait elles habitent là. Donc voilà. Alors faire définir le là, c'est compliqué. Ce qui est clairement, et là-dessus, ça fait écho quelque part à ce que vous racontiez juste avant, mais alors c'est pas un découpage du tout administratif, hein, le là. Elles vont complètement utiliser la commune, l'interco, le département en fonction de là où elles habitent. Elles vont franchir les départements sans forcément dire qu'elles ont franchi les départements. Elles vont utiliser la communauté de communes d'à côté parce qu'il y a une fête. Elles vont, voilà, elles vont pas du tout se définir au regard des intercos, davantage sur les réputations des établissements scolaires, davantage sur les performances des clubs de foot. Chacune et chacun ayant son intérêt pour définir finalement son espace de vie. Malgré tout, ce qui me semblait intéressant de commencer, c'est quand j'ai rencontré ces jeunes femmes. Donc, c'est une enquête qualitative qui a été menée dans 4 intercommunalités situées à divers endroits en France, un dans les Ardennes françaises, l'autre dans les Deux-Sèvres. J'ai pas fait de carte exprès, parce que je me suis dit que tout le monde savait où c'était. La troisième, c'est en Pointe de Finistère en Bretagne, et puis la quatrième, c'est en Chartreuse. Et je continue d'aller voir des jeunes femmes là-bas. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai revu, il y a 2 semaines, j'ai revu un groupe de filles avec qui on a discuté. Et puis je leur ai dit, mais alors du coup, est-ce que vous pouvez me décrire un peu les jeunes qui sont ici? Et une fois de plus, elles m'ont raconté les jeunes par les garçons. Elles m'ont raconté combien finalement dans le village, alors si tu peux trouver des jeunes au City, parce que le City, ils l'ont construit il y a 5 ans, voilà. Là, tu pourras en voir, et puis sinon, non, mais il y a tel endroit, il y a tel endroit, et puis donc je leur ai fait nommer les jeunes dont elles parlaient, et c'était que des prénoms de garçons. Et donc, il y avait aussi, et c'est ce qui revenait tout de suite, en fait, dans le début de l'enquête sur les filles du coin, cette question de comment se construire quand on est une fille, mais qu'on définit finalement les jeunes par les autres, et que la jeunesse va être d'abord celle des autres. Alors, dans les espaces ruraux, elle est celle des garçons, mais plus largement, quand on leur demande qui sont les jeunes et comment elles se situent par rapport à la jeunesse contemporaine, clairement, elles se construisent en défaut, puisqu'elles ne sont pas issues des milieux les plus favorisés, elles ne vivent pas dans des grandes aires urbaines hyper dynamiques, elles n'ont pas un capital économique qui leur permet de s'acheter des paires de baskets ou des jeans de marque tous les 4 matins. Elles sont pas forcément toutes filiformes, elles sont pas forcément toutes blanches, elles sont pas forcément toutes avec des mèches, quoique. Voilà, mais en tout cas, elles ne sont pas toutes à l'image de la jeunesse qui est dans les séries qu'elles vont regarder en partie sur Netflix, comme toutes les jeunes et tous les jeunes de leur génération. Pour autant, elles vont malgré tout raconter qu'est-ce que c'est que d'être et de vivre dans ces villages, dans ces petites villes, dans ces communes dans lesquelles j'ai pu enquêter. Moi, ne venant pas d'aucune de ces communes dans lesquelles je suis allée et ne venant pas du milieu rural et assumant le fait d'être une fille qui ne vient pas de milieu rural. Alors, elles m'ont beaucoup demandé si de ma salle de bain, je voyais la Tour Eiffel. Donc, je leur ai demandé si de leur salle de bain, elles voyaient des vaches.
Et quand elles m'ont dit non, je leur ai dit moi non plus. Voilà, donc non, toutes les personnes qui vivent en Île-de-France ne voient pas la Tour Eiffel, et toutes les personnes qui habitent dans les espaces ruraux ne voient pas forcément des vaches de chez elles, n'habitent pas forcément non plus dans des grands masses avec des aires pour s'épanouir et avoir des espaces de réflexivité personnelle comme on a pu le dire pendant le confinement, puisque y a une partie des filles que j'ai rencontrées qui habitent dans des cités. Alors oui, des cités à la campagne, mais qui ont l'appellation de cité, mais du coup qui ont aussi les processus de classement et de déclassement parmi la population d'être des jeunes de cité. Alors clairement, quand elles m'ont emmenée, moi j'avais déjà été à Clichy-Montfermeil, donc il a fallu que je revoie les volumes de mes représentations de la cité, mais malgré tout, derrière, c'est exactement les mêmes représentations, les mêmes discriminations, les mêmes processus de déclassement et de catégorisation d'une partie de la population. C'est aussi, dans les propos introductifs, ce qui me semblait important de souligner, c'est aussi des jeunes qui vont se construire beaucoup face à un discours collectif qui sont portés alors beaucoup par les institutions d'abord scolaires, puis on va dire de formation professionnelle, mais aussi par le discours, on va dire, médiatique sur l'importance de la mobilité. Alors en Bretagne, j'ai beaucoup entendu par les professionnels une expression qui dit « de toute façon ici, les filles, c'est des berniques accrochées à leurs rochers ». Donc c'est bientôt les vacances d'été. Les berniques, c'est les coquillages qui ressemblent à des petits chapeaux pointus qui sont très difficiles à enlever des cailloux. Et donc sous-entendant, de toute façon, les filles ici, elles ne bougent pas. Donc voilà. Et c'est quelque chose que j'ai entendu partout. Partout, que les filles bougeraient encore moins que les garçons. Alors les jeunes d'ici, ils veulent pas bouger. Donc ça serait pour ça d'ailleurs qu'ils réussiraient pas bien, puisqu'on est dans un contexte où pour aspirer à un épanouissement personnel, mais aussi pour pouvoir avoir accès à des formations, pour pouvoir réussir sa vie, il faudrait bouger et pas seulement traverser la rue. Et donc, du coup, dans cette idée-là, dans cette injonction finalement permanente à la mobilité, quand on grandit dans des espaces urbains, on se rend compte que le discours il va être tourné vers l'international ou vers la métropole encore plus grosse. Et quand on est dans les espaces ruraux, en fait, le discours il va être tourné vers les grandes métropoles. Alors les grandes métropoles avec tout ce qu'elles ont de figures attractives, forcément, et puis aussi toutes les figures repoussoires dont on tient peu compte quand on tient un discours assez descendant à l'égard des jeunes. Malgré tout, c'est donc comme ça qu'elles vont raconter aussi cette question de la mobilité en disant souvent qu'elles ne font rien. Alors, c'est ce que je leur ai dit après. On a passé beaucoup de temps à discuter des résultats de l'enquête. Je suis revenue plusieurs fois. On en a fait des pièces de théâtre. Enfin, voilà. J'ai essayé de trouver des systèmes pour faire qu'il y ait une appropriation des résultats et qu'on ait des moyens d'en parler. Au-delà d'une... Voilà, je ne leur ai pas fait l'affront de faire une conférence académique, mais plutôt des tables, des discussions, des moments. Et donc, elle disait toujours, mais si on bouge pas. Alors, je vais vous reprendre, parce que je les ai renotés tout à l'heure dans le train, parce que je réécoutais l'entretien de Jade que j'ai vu la semaine dernière. Donc, Jade, elle est stagiaire quand je la rencontre, elle a 18 ans. Elle est en apprentissage. Et elle me dit, après le stage, quand j'ai fini, je rentre. Enfin, quand je sors du boulot, quoi. Donc, après, elle me dit, non, mais moi, j'aime pas bouger. J'aime bien être chez moi, tranquille. Donc, je lui dis, et tu fais quoi, toi, chez toi, du coup? Ah je vais sur mes réseaux, j'aime bien regarder les tutos sur YouTube, Insta. Sinon, je vais chez une copine. Quand elle finit après moi, elle passe me chercher, on va chez elle. Et puis sinon, on va chez une autre fille que tu as vue hier, Angélique. Ici, on s'arrange, faut pas croire non plus qu'on est des ermites. Et donc, elle va raconter comme ça, Jade, dans l'entretien, qu'elle ne fait rien. Alors, après, je lui ai expliqué que si elle voyait une autre fois dans sa vie une sociologue ou un sociologue, fallait jamais dire on ne dit jamais qu'on fait rien à un ou une sociologue, parce que c'est encore pire, l'entretien va durer encore plus longtemps. On trouve toujours des trucs à raconter, comme ça on se focalise là-dessus, mais quand il y a du rien, c'est parfait. Mais en même temps, quand elle fait rien, finalement, elle voit des gens. Elle voit des gens, et pour autant, ça va pas être dans les réponses, ça va pas être construit comme des formes de mobilité. Ça va pas être construit comme des formes de mobilité, parce que cette question des copains, des copines, des courses, des manières qu'on a de se déplacer, de faire des choses, ce sont aussi que des manières de faire qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas considérées comme apportant du capital scolaire, apportant du capital de formation à des moments de la vie qui seraient pour autant, qui devraient être tournés exclusivement vers ces objectifs-là. Pour autant, on voit bien qu'elle est vraiment une jeune comme toutes les autres, y compris celles qui vivent en milieu urbain. Elle est connectée, puisque c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Mais du coup, elles sont sur Internet, oui, y compris quand elles sont dans des zones blanches. Elles se débrouillent. Comme tout le monde, quand on est dans une zone blanche, on se débrouille. Sauf quand on a décidé de ne pas être joignable. Et donc, voilà. Et donc, quand elle va rajouter
faut pas croire non plus qu'on est en mode ermite, c'est aussi qu'elle sait très bien le regard qui est porté sur une partie des jeunes, et en particulier des filles, qui sont d'abord investies dans les espaces domestiques, mais malgré tout qui font que de circuler en permanence dans les villages. Elles vont d'un point A à un point B, elles vont entre les villages, elles vont du travail, elles vont au stage, elles vont en formation, en fait, elles circulent beaucoup, mais c'est beaucoup de formes de circulation qui ne sont pas reconnues comme des formes de mobilité. Donc, elles doivent se construire avec, finalement, cette image de filles qui ne bougent pas, de filles qui n'ont pas bougé, puisque moi, j'ai enquêté que sur des jeunes femmes qui ne sont pas parties de leur territoire. Hein. On verra cet après-midi, et en fin de matinée, puis cet après-midi, il y a d'autres travaux qui portent sur les jeunes femmes qui ont fait qui sont parties dans l'enseignement supérieur, et donc, quelque part, qui, au moins temporairement, sont parties de leur village ou de leur petite commune. Moi, j'ai enquêté que sur des filles qui sont, encore au moment où je les rencontre, qui sont restées et ou qui ont bougé d'une petite commune à une autre par effet de déménagements familiaux ou par histoire personnelle amoureuse, bien souvent. L'idée aujourd'hui, c'était de revenir sur la question du travail, puisque je sais que c'est une thématique qui est chère au CEREC, et puis qui, finalement, revenait aussi sur les objectifs des journées, hein, sur nouvelle trajectoire d'emploi, formation, à travers cette question, finalement, de travailler à tout prix, de la chance d'avoir du travail et de ce que ça fait, finalement, au parcours des jeunes femmes quand on considère qu'on a de la chance d'avoir du travail. Et donc, de ce que ça dit aussi des solidarités et des formes de concurrence qu'il y a entre les filles dans des situations de pénurie d'emploi ou de faiblesse d'emploi. Donc, je vais essayer de vous déplier un petit peu cette enquête et de vous raconter un petit peu ce qui se passe pour des jeunes femmes qui sont et qui vivent alors dans 4 intercommunalités qui ont une histoire très très différente en termes d'emploi. Hein. Typiquement dans les Ardennes, dans les années 80, il y avait 25 000 postes d'ouvriers dans l'interco où j'ai enquêté. Alors, c'était pas à l'époque une interco, mais si on la recompose, c'était ça, puisqu'il y avait des très grandes usines, hein, Moulinex, Porsche, tout ça. Et puis, quand j'enquête, il y a plus que 23 postes. Donc, objectivement, ça a fait des choses au territoire. Hein. Les gens ne se sont pas enfuis. Ils sont encore là. Les filles n'ont pas forcément connu leurs parents, voire leurs grands-parents en emploi, ce qui n'est pas sans incidence. Et elles vivent dans des villages où les premiers pôles universitaires ou d'enseignement supérieur sont, sinon très éloignés, en tout cas très loin en termes de temps, très loin aussi en termes de représentation. Alors que de l'autre côté, on va avoir d'autres situations au regard de l'emploi, typiquement si on prend la pointe de Finistère, où il va y avoir, et c'est pour ça que j'ai été sur typiquement les Ardennes et la pointe de Finistère, mais aussi la Chartreuse et les Deux-Sèvres, avec 2 territoires où il y a du tourisme, et où j'avais déjà, par des précédents travaux, beaucoup entendu cette idée que le tourisme était une valeur importante pour la jeunesse, pour accéder à l'emploi, pour dynamiser un territoire, pour permettre aux classes populaires de rencontrer d'autres gens, pour décloisonner finalement les classes sociales. Et donc l'idée, c'était aussi de voir qu'est-ce que ça fait de grandir sur un territoire touristique, typiquement la pointe de Finistère. Alors le nouveau jeu du redécoupage fait qu'on est sur une interco où il y a la mer, mais pas seulement, où il y a des filles qui ne vont pas à la mer, alors que pour autant, tout le monde penserait qu'à Crozon, tout le monde a vu la mer, mais l'intérieur de l'interco, il n'y a pas la plage. Et puis la Chartreuse, eh bien, il y a du tourisme l'hiver et l'été, et pour autant, ça ne fait pas rien sur la concurrence entre les filles. Donc c'est un peu cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Ce qui est important, en tout cas, de se rappeler dans la manière dont elles vont avoir de raconter, finalement, au fil des entretiens qu'on a pu avoir, des entretiens individuels, des entretiens collectifs, des moments de restitution que j'ai intégrés au résultat, ça a été de voir combien, finalement, les filières générales vont vite demander de quitter le territoire, de quitter leur territoire, quitter là où elles ont grandi. Ça va vite leur demander, finalement, des coûts d'entrée qui sont très importants, tandis que les filières professionnelles locales sont davantage implantées moins loin, sont davantage implantées autour, finalement, d'endroits qu'elles connaissent et ou que leurs parents connaissent, que des gens qu'elles connaissent. Même si, pour autant, ces filières professionnelles locales sont limitées à quelques domaines, services à la personne, vente, services, restauration, médico-social, qui sont, finalement, on va dire, c'est les principales filières dans lesquelles on va retrouver des formations dans les 4 intercos où j'ai pu
enfin, autour des 4 interco où j'ai pu enquêter. Ces filières sont plus ou moins calquées sur la faible diversité des emplois locaux. Et en même temps, on va voir que il va y avoir des formations qui vont se développer, typiquement des écoles de commerce, ou en tout cas appelées comme ça, hein, des formations écoles de commerce, où les filles après vont contester en disant mais en fait c'était pour apprendre à être vendeuse à Intersport, est-ce que j'avais vraiment besoin de faire cette école de commerce? Alors c'est compliqué de répondre quand on est sociologue aux questions comme ça, en même temps en disant tant que tu es formé, de toute façon à la fin, ça vaudra plus que si tu n'es pas formé à concurrence. Voilà. Et en même temps, cette concurrence, c'est ça qui était intéressant derrière, c'était de voir qu'est-ce qui fait que les parcours vont se diversifier. Et en fait, elles vont raconter comment, tout au cours de leur parcours, puisque j'ai interrogé des jeunes femmes majoritairement âgées de 15 à 25 ans, elles font avec et elles s'adaptent. Elles font avec et elles s'adaptent. Elles vont devoir batailler, finalement, tout au cours de leur insertion, de leur formation, puis de leur premier pas dans l'insertion professionnelle. Elles vont s'adapter aux contraintes locales, alors se faire avec l'emploi local, entrer dans des parcours d'insertion, batailler plus rarement, mais ça c'est un effet d'âge aussi, pour créer leur propre activité, même si pour autant elles aspirent pour une grande partie d'entre elles à ne plus avoir de patron ou de patronne, comme une grande partie des jeunes aujourd'hui. Et donc elles vont trouver des ressources pour tenir et obtenir un emploi. Pour elles, finalement, faire avec, c'est d'abord faire avec l'offre d'emploi disponible et donc se former à ce qui existe, à ce qui recrute. Alors là, typiquement aujourd'hui, là maintenant tout de suite, on a des lycéennes et des lycéens qui planchent sur le bac de philo, alors qui, bon voilà, est fait de la réforme du bac prend moins d'envergure, mais malgré tout, au cours d'un entretien, il y a une jeune femme qui a découvert la philo au lycée et qui me dit « Ah, toi, tu connais la philo, tu sais, j'en ai parlé à ma mère et du coup, on a eu une grande discussion hier, tout ça, donc on parle de la philo et puis donc, elle essaye de négocier avec sa mère l'idée de pouvoir continuer la philosophie éventuellement l'année prochaine. Et puis sa mère la regarde et lui dit « Mais t'as déjà vu un poste à Pôle emploi qui dit on recrute philosophes ?» Bon, voilà. Du coup, elles ont beaucoup rigolé. Non, on recrute pas des philosophes, c'est compliqué. Et encore moins à Pôle emploi sur une annonce comme ça. Donc je lui ai dit « Rassure-toi, sociologue, c'est pareil. En fait, on recrute pas des sociologues, c'est pas écrit comme ça. » Mais pour autant, même si tu fais pas si tu continues pas la philosophie, tu peux continuer d'en lire, et donc on a continué de discuter comme ça. Mais malgré tout, ça dit des choses sur quand on est issu des milieux populaires et qu'il y a une question d'engagement dans les études, d'engagement de coûts dans les études, alors de coûts diversifiés, hein, à la fois faire partir son enfant et en particulier sa fille, qui est un pilier finalement de l'organisation domestique, mais aussi qui est un pilier pour la mère affectivement dans la gestion finalement du quotidien, encore plus quand les mères travaillent typiquement au 3-8 à l'usine, puisque les filles vont prendre en charge une partie de l'organisation des enfants, des petits quand ils vont rentrer de l'école, de l'organisation des repas, voilà, elles vont apprendre à se débrouiller, ce qui n'a pas d'équivalent chez leurs frères ou chez leurs cousins quand je leur ai demandé de comparer. Et puis dans les moments de restitution, il y avait des garçons, on leur a demandé si eux étaient pris finalement dans les mêmes enjeux de travail domestique, et bien, enfin voilà. La sociologie avait raison, depuis très longtemps, non. Et ça change pas, très très peu. Si, je fais des fois la vaisselle. Bon, ouais, je fais des fois la vaisselle. Donc du coup, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était de voir comment on fait avec une offre d'emploi disponible, comment finalement le territoire devient très large sur l'offre d'emploi disponible, mais l'idée, c'est d'habiter, enfin, des enjeux d'habiter pas trop loin de son lieu de travail, avec une définition du loin qui va être très subjective. Le loin va pas se calculer en kilomètres, il va se calculer en temps et en coût, moins souvent en disponibilité de transport en commun, parce qu'objectivement, il n'y en a pas, excepté pendant les saisons touristiques dans les 2 territoires dont je vous ai parlé, où elles vont pointer comment c'est possible finalement pour les politiques publiques de mettre en place des transports en commun, mais pas pour elles. Et donc elles vont pointer aussi combien finalement on va avoir des processus de construction de politiques publiques qui vont être classants et déclassants pour une partie des populations résidentes, puisque finalement, si on veut, on peut, mais là, en fait, la preuve, ils veulent pas. Voilà. Et donc, il va falloir qu'elles fassent avec l'offre d'emploi disponible. Les jeunes femmes que j'ai rencontrées, en fait, elles vont raconter finalement les contraintes de déménager pour des raisons économiques, pour l'emploi, les coûts de l'acquisition d'une voiture et de l'essence. Alors, dans cette enquête, on voit
d'autres données quanti de l'enquête énergie de l'adresse qui montrent bien que les filles ont un premier permis de conduire plus tard que les garçons. Dans cette enquête, on voit aussi que quand elles ont un permis de conduire, elles n'ont pas la voiture qui va avec, contrairement aux garçons, qui eux héritent souvent de la voiture avant même d'avoir leur permis. Donc elles vont devoir davantage économiser, s'organiser entre elles. Alors c'est pas sans lien non plus avec le fait que les filles sortent avec des partenaires souvent de 2 ans, 3 ans plus âgés, et donc elles vont aussi profiter et s'organiser pour bouger avec le copain de l'une, le copain de l'autre, pour pouvoir accéder aux mobilités, mais du coup se retrouver aussi tributaires de d'autres organisations, de d'autres temps, de d'autres plannings finalement, d'autres personnes. C'est des contraintes aussi organisationnelles, hein. Le temps passé dans les trajets, c'est du temps non compté dans le travail. Les temps, alors elles sont pour beaucoup d'entre elles dans du travail fractionné. Les temps de coupure sont pas des temps qui permettent de retourner à domicile, donc elles vont passer pas mal de temps dans les voitures et elles vont raconter comme ça. Elles ont pris des photos il y a pas très longtemps là dans une voiture où elles sont toutes les 4 et elles me disent ah là là, on est en train de regarder des trucs sur YouTube, faudrait que tu viennes, ça serait trop drôle. Puis en même temps je vois la photo et je me dis ouh là là, on n'a pas la place d'être 5 dans la voiture. Mais elles attendent les 2h30 de coupure pour pouvoir réembaucher parce qu'en fait repartir ça prend trop longtemps, repartir revenir, et puis ça coûte très cher. Donc voilà. Dans cette idée-là, elles sont aussi baignées dans un univers médiatique et concret d'absence d'emploi et de construction du passage de la précarité, le passage obligé de la précarité dans les moments d'insertion professionnelle juvénile comme étant normal. Donc c'est normal d'avoir un temps fractionné, mais de toute façon ma mère aussi, bon bah voilà, ma cousine aussi, bon bah c'est normal d'être en intérim, c'est normal de pas, enfin voilà, mais l'essentiel c'est d'avoir du travail. Et donc finalement ici on va voir typiquement Ophélie qui a 20 ans, qui vient de terminer sa mission d'intérim à l'abattoir quelques semaines avant l'entretien et qui va me dire, de toute façon, ici, il n'y a pas le choix. Si tu fais la fine bouche, tu ne travailles pas. Et donc, on va voir comment, finalement, elles sont concentrées et elles se concentrent sur les emplois disponibles autour d'elles et sur les emplois qui leur sont accessibles. Et c'est là où on va voir les enjeux entre celles qui ont du réseau, celles qui n'en ont pas, celles qui connaissent des gens, celles qui n'en connaissent pas, et du coup le capital, alors le capital d'autochtonie, mais aussi le capital réputationnel des familles, qui est donc en lien avec le capital d'autochtonie, qui va permettre d'avoir du réseau. Donc l'obtention des premiers emplois est souvent source de tension, plus encore pour les jeunes femmes issues des milieux populaires, qui ont grandi dans des familles marquées par la faiblesse des capitaux économiques et culturels, hein. On le sait, les sorties de formation sont plus précoces et les études suivies moins généralistes pour les filles en milieu rural. Elles doivent affronter un marché du travail qui, comme tous les jeunes, doit être fait avec des CV qui sont vides, mais en fait, souvent avec des CV qui n'existent pas. Et c'est là où on va voir la différence entre les filles du coin et les autres qui habitent aussi dans le coin, mais qui ne sont pas reconnues comme des filles du coin, puisque pour être une fille du coin, c'est aussi être appelée par son patronyme. C'est des filles à qui, quand moi je me balade dans les villages, on me dit « Ah, mais toi, la sociologue, ou toi, Yael, ça serait bien quand même… » Parce qu'au fur et à mesure, on m'appelait par mon prénom, et plus la fille qui vient poser des questions bizarres. Mais ça serait bien que tu rencontres la petite Dupin. Je sais que tu l'as pas encore rencontrée. Et la petite Dupin, elle s'appelle pas Jade, elle s'appelle pas Justine, elle s'appelle pas Angélique, elle s'appelle pas Océane, elle s'appelle la petite Dupin. Et cette jeune femme, la petite Dupin, que du coup, forcément, je vais rencontrer, hein, parce que je fais aussi ce qu'on me demande pour m'assurer l'accès au terrain sur plus longtemps, c'est une manière de rappeler que la petite Dupin, elle est reconnue aussi dans sa place avec sa famille, dans sa place avec sa lignée, et souvent sa lignée paternelle. Dans cette idée-là, la petite Dupin, elle va pas avoir besoin de postuler, finalement. Elle va pas avoir besoin de construire son CV, puisque par son père, ou par ses cousins, ou par sa mère, avant même d'avoir le temps de penser qu'elle va devoir bosser cet été typiquement, on va penser à Jean-Pierre, et donc, mais Jean-Pierre, ta fille, elle a pas 17 ans, elle est en âge de bosser, il y a un poste qui va ouvrir à Super U avec nous, tu penses, ça lui dirait? Et donc Jean-Pierre rentre chez lui le soir et dit écoute, il y a un poste à Super U, c'est bon. Et à côté de ça, il y a donc l'autre jeune femme, donc dans l'enquête, j'en ai appelé une qui s'appelle Morgane, mais Morgane qui va, elle, être une fille aussi du coin, mais qui ne fait pas partie des familles qui ont le droit d'aller dans les fêtes de village, qui ne fait pas partie des familles qui sont reconnues.
pour des histoires d'embrouilles d'adultes, voire de plusieurs générations antérieures, donc embrouilles de grands-parents. Parce que aussi, c'est des familles, sa famille, elle est considérée comme une famille d'assistés, puisqu'elle est plus visible dans les familles bénéficiaires d'aide sociale et de familles de cassos. Et donc, Morgane va pas pouvoir finalement accéder à ce moment-là à l'emploi au Super U, puisqu'elle va faire son CV au début de la saison. Et puis, elle ne sera pas recrutée, puisque de toute façon, il y a la fille, la petite Dupin, qui aura pris le poste avant même que le poste soit libre. donc voilà. Et donc, c'est tout ce moment-là où on voit qu'il y a à la fois des gros enjeux de solidarité, mais aussi des très fortes concurrences entre les filles. Ces concurrences, elles sont entre les filles des mêmes villages, ce qui n'est pas sans effet sur les amitiés, sur les inimitiés. Elles sont largement induites et concrètement faites avec l'assentiment des adultes, voire largement portées par les adultes, chose qu'on a plutôt tendance à oublier, que moi j'avais peut-être moins anticipé, c'est la place des adultes dans la construction finalement du capital d'autochtonie des jeunes, et puis la place des adultes pour faire et produire les classements et les déclassements des familles et des filles entre elles. Et donc de jouer dès l'enfance en fait les enjeux de qui j'invite à l'anniversaire, qui j'invite pas, quelles sont les familles fréquentables ou pas fréquentables à la sortie de l'école, avec qui on prend l'apéro, avec qui on ne prend pas l'apéro, qui vont faire et qui vont produire derrière des groupes de jeunes qui vont se fréquenter ou ne pas se fréquenter. Enfin, pour finir sur cette question-là, dans ce contexte-là, les filles, elles vont, quand elles vont se retrouver en couple, typiquement, elles vont se retrouver dépendantes des déplacements de leur petite amie, avec qui elles vivent ou non. Elles vont apprendre à attendre, à apprendre à faire avec un emploi du temps qui n'est pas le leur. Alors, il y en a une qui me dit « Être patiente et attendre, c'est le prix à payer si tu veux travailler un peu ». Et qui vont faire aussi, c'est des jeunes femmes qui vont arriver parfois très tôt devant leur lieu d'emploi, où il n'y a pas d'espace pour attendre, parce que c'est pas prévu qu'on attende devant son travail, mais qu'on embauche à l'heure. Mais elles vont arriver très tôt parce que leurs copains ne travaillent pas au même endroit, et donc il y a des enjeux de gestion des déplacements et d'économie d'échelle, à savoir autant prendre une seule voiture pour aller à tel endroit. Dans ce contexte-là, elles vont essayer de s'organiser, de tricher forcément, comme toutes et tous l'ont fait à un moment pour avoir du travail. Alors, elles ne trichent pas forcément sur leur CV, elles vont tricher par contre sur les enjeux de mobilité, parce qu'il y en a une typiquement qui va raconter combien les employeurs demandent le permis de conduire, demandent la voiture, mais même si c'est des emplois qui ne nécessitent pas de se déplacer. Même si c'est des emplois qui sont au centre-bourg, typiquement pour bosser au Carrefour Market du bourg, l'employeur va quand même demander une voiture, et donc elle va dire « si, bien sûr, j'ai une voiture, bien sûr, j'ai mon permis ». Bon, en fait, elle travaille pour payer son permis, mais voilà, elle essaye de pas, que ça, malgré tout, dans des endroits où tout le monde se connaît, ça marche que très moyennement bien. Et puis, il y a celles qui vont se débrouiller sur le travail saisonnier, et qui vont prendre le travail saisonnier parce qu'une fois qu'elles sont sur place, elles sont nourries, logées, comme dirait Tiffaine, mais où il y a un gros enjeu de réussir à arriver à la mission au début et de réussir à se déplacer jusque-là. Donc il y a Tiffaine, par exemple, 19 ans, qui dit moi je me déplace en bus, en train, même du Blablacar si je voulais. Je refuse tout ce qui est stop. Pour l'inconnu, je peux pas. Je garde quand même une certaine réserve. Quand on me demande mes horaires, je peux dire écoutez, j'ai de la famille à tel endroit pour le travail, je peux être logée. J'ai des amis prêts à me loger aussi si je finis trop tard un soir ou deux. Mais je suis en bus pour rentrer, dernier bus 18h30, faut que je le prenne, quoi. C'est tout. C'est pour ça que je cherche des saisons tant que j'ai pas le permis. Pour le côté nourri-logé, comme ça, j'ai juste à me déplacer le premier jour et le dernier jour, je me débrouille. Donc voilà. Elle va essayer finalement de pas regarder du côté du travail qu'elle voudrait faire, mais du côté des emplois sur lesquels elle peut postuler pour pouvoir derrière embaucher. Dans ce contexte-là, celles qui vont décrocher finalement le travail dans des situations de pénurie d'emploi malgré tout, de pénurie d'emploi stable. Alors là, récemment, j'ai pas arrêté d'entendre que oui, les jeunes étaient très contents de l'intérim. Alors oui, les jeunes sont peut-être très contents de l'intérim, les banquiers vachement moins. Donc quand on veut un prêt pour avoir une machine à laver et ou une voiture et ou se payer son permis de conduire, c'est compliqué. Donc en fait, on entend aussi l'importance d'avoir des contrats longs, d'avoir des CDI, d'avoir du travail reconnu comme du travail. Et donc, elles vont se construire aussi tout un discours autour de la chance d'avoir du travail.
face finalement aux premières expériences précaires d'emploi et de conditions de travail, avec de l'intérim, des contrats courts, du temps partiel subi, des horaires fragmentés et du cumul de postes différents. On va voir que les exemples de leurs aînés, et notamment des femmes qui constituent leur entourage, vont contribuer à construire des représentations des plus jeunes, y compris dans leur projection de l'avenir et dans leur parcours d'études et de leurs ambitions professionnelles. Donc elles vont accepter les contrats à l'oral, parce qu'on se connaît, et puis parce qu'il ne faut pas tout remettre en question. Ouais, mais bon, quand même, c'est normal, c'est plus simple, et puis bon, moi, j'aime pas trop l'écrit. Elles vont, comme ça, raconter combien cette chance d'avoir du travail va en creux les mettre dans des positions de difficulté face aux employeurs, face aux conditions de travail, face au type d'emploi qu'elles étaient censées pourvoir et finalement ce qu'elles vont faire. Et donc, elles vont raconter comme ça, typiquement, des gros enjeux sur les écarts entre ce qui était annoncé au départ et ce qu'elles vont faire. On va aussi voir dans cette chance d'avoir du travail une exposition plus forte des filles aux situations de violence. Alors, il y en a une qui dit, je dirais pas vraiment que c'est de la violence, mais parce qu'il y a une grosse difficulté à dénoncer finalement les contextes de violence dès le stage. Alors du coup, ça pose des questions sur l'arrivée de l'apprentissage et forcer l'apprentissage de plus en plus jeune, parce que du coup, on expose aussi des jeunes à des employeurs qui du coup ont la mainmise en fait sur ces jeunes dans lesquels il n'y a pas forcément la possibilité de dénoncer son maître de stage et ou son cousin quand c'est son employeur, qui vont produire aussi des espaces favorables et propices aux conditions de violence. Alors de la violence de harcèlement professionnel, de la violence sexuelle aussi, dans les premiers moments finalement de trajectoire d'emploi et de formation, qui sont renforcés en fait par les effets de mobilité restreinte dans les contextes de vie dans lesquels elles vivent. Et donc typiquement, il y a Margot qui va raconter. Moi, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé. C'est la première fois que je travaille cette année, puisque j'ai fait des stages auparavant. Le stage, c'était la vente au niveau surtout de tel endroit. J'ai fait mes stages parce que là où j'habite, il n'y avait pas de magasin, donc j'ai dû bouger. En fait, j'ai fait Carrefour, Weldom, Carrefour Contact, Grand Weldom, Hypersport, des magasins comme ça. J'ai fait en caisse, mise en rayon, facing, tout ça. Là, j'ai un CDD de 2 mois dans un centre nautique auprès des jeunes. Et après, juillet-août, 2 mois, pareil, je suis en tant que réceptionniste dans un camping. Donc là, je lui dis, d'accord, et le centre nautique, par exemple, t'as trouvé le boulot comment le bouche à oreille. Ici, le truc, le mieux pour trouver du boulot, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc là, je lui dis, et donc tu bosses Enfin, c'est quoi ton contrat au centre nautique? Oh, je sais pas, parce que je vais le signer, en fait, donc je vais commencer là. C'est pour faire des ménages au centre nautique. C'est une bonne place, c'est un contrat de 2 mois. Donc là, je lui dis, ok, et du coup, t'es payé combien? Ouais, je sais pas, j'ai pas encore vu le salaire. Mais même si c'est pas un contrat à temps plein, ça me fera des sous. Mais ça sera le SMIC, je pense. C'est bien le SMIC déjà. De toute façon, je suis prête à tout pour travailler. Et donc derrière ça, on voit, alors c'était pas cette année, c'était avant un autre été, mais on voit combien Margot, elle a pas de contrat de travail, mais elle sait pas non plus combien elle va être payée, mais malgré tout, son employeur sait déjà qu'elle va être prête à tout. Ce prête à tout, ça va être aussi de pouvoir lui faire du travail. Typiquement, elle va être dans les ménages, donc sans gants avec de la javel, sans masque, sans aucune protection finalement obligatoire par l'inspection du travail si elle passait par exemple. Le fait de faire confiance, de passer par un emploi par le bouche à oreille, le fait de passer par le réseau d'interconnaissance va aussi l'exposer parce qu'elle va se retrouver dans des enjeux de loyauté, de ne pas pouvoir dénoncer des employeurs, et c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans les 4 intercommunalités où j'ai été. Des filles qui ne veulent pas chercher les problèmes, ne veulent pas causer des problèmes. Elles ne veulent pas causer des problèmes à leurs parents, quand leurs parents sont aussi embauchés dans les mêmes entreprises, de pas poser des problèmes à leur entourage, ce qui leur a permis de décrocher cet emploi. Et donc, on va attendre d'elles une forte loyauté au moment de leur entrée du marché du travail qui va garantir finalement le fait qu'elles soient embauchables derrière. Si elles viennent dénoncer finalement à 18, 20 ans leurs employeurs, clairement, va falloir qu'elles déménagent très loin ensuite pour avoir un emploi. Au moment des restitutions, j'ai sous-entendu, notamment aux politiques, que j'avais la liste des employeurs véreux de leur région, donc on m'a demandé de la faire. Je leur ai dit que si moi, en 1 an et demi d'enquête, j'avais réussi à la faire, je pensais que c'était possible quand ça faisait 30 ans qu'on habitait sur le territoire. Mais qu'en tout cas, il fallait en tout cas se poser des questions sur l'absence de contrat de travail, sur toutes ces dérogations qui sont faites parce que les jeunes, déjà, elles ont de la chance, elles sont embauchées.
Et puis aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus rien faire, donc bon, quand même, il faudrait leur faire payer le prix quand elles travaillent. Donc dans ce contexte-là, en fait, ce qui me semblait intéressant pour continuer et ouvrir la discussion sur les axes d'aujourd'hui, hein, que ça soit, alors moins sur le côté politique publique parce que c'est moins cette enquête-là, mais sur la manière dont les territoires marquent les trajectoires individuelles et la manière dont les parcours emploi, formation d'un territoire à un autre vont se constituer. Ça me semblait intéressant en fait d'apporter ces retours-là et ces récits-là des filles du coin, puisqu'elles vont montrer combien l'interconnaissance, le réseau, le piston sont autant de mots qui sont utilisés dans les entretiens pour souligner combien toutes les filles, finalement, ne sont pas égales face aux emplois locaux, et combien aussi elles vont se retrouver en concurrence, alors typiquement d'ici 3 semaines, avec les filles de la ville qui viennent passer des emplois au vert, qui vont renforcer en fait les enjeux de concurrence. Donc elles vont être solidaires entre elles vont se passer les bons plans de boulot, mais que entre elles, entre petits groupes, elles vont pas les passer aux filles qui font partie d'un autre groupe, même si pour autant, quand on regarde leur propriété sociale, elles appartiennent aux mêmes milieux sociaux, mais les groupes sont constitués et elles ne se passeront pas les postes entre elles. Et puis finalement, elles vont se retrouver régulièrement, voire très fréquemment, largement concurrencées sur les postes les plus intéressants, sur les postes les plus qualifiants, sur les postes aussi les plus valorisants. Alors, soit par les filles qui ont grandi là, qui sont parties à l'université et qui reviennent pendant l'été, soit par les filles de la ville qui viennent postuler sur les mêmes postes qu'elles. Et les filles de la ville, même si, alors typiquement, hein, j'ai comme ça le récit d'une fille qui raconte clairement que elle est hyper contente, elle est recrutée au camping. Donc, elle a révisé toute la région. Elle a révisé tout, alors je vais leur dire d'aller à tel endroit. Bon, je connais pas, mais j'ai lu sur internet que c'était super beau, donc je peux leur dire que c'est super beau. Voilà, donc elle s'est préparée à son poste d'accueil des touristes, elle s'est investie de cette mission-là pour valoriser finalement toute la zone et puis être experte de là où elle a grandi, même si pour autant elle n'avait pas les moyens forcément d'aller dans tous ces endroits que les touristes vont aller rechercher. Et puis quand je la revois 2 mois plus tard, parce que j'ai pas enquêté pendant l'été, je la revois au mois de septembre, je lui dis alors ton boulot c'était comment et tout ça, et puis elle me dit en fait c'est pas moi qui ai eu le poste parce qu'en fait moi j'ai eu le poste mais en fait j'ai pas fait ça. Et donc on en discute et elle va se retrouver en fait au sanitaire du camping quand une fille de la ville va se retrouver en poste contact avec les touristes parce qu'elle a le capital culturel, parce qu'elle a le capital économique, parce qu'elle a aussi l'exis corporel pour pouvoir parler avec les touristes, la mode, le machin, le truc qu'elle n'a pas. Et donc elle va être invisibilisée, elle ne va pas pouvoir bénéficier finalement de la fameuse manne touristique qui permettrait aux classes populaires de croiser d'autres classes sociales et tout ça. Et elle va se retrouver dans l'ombre avec tout le boulot qu'elle avait fait en amont, en me disant du coup, si tu cherches des plans, j'ai des trucs à te proposer. donc voilà. Mais du coup, cette idée, c'était aussi pour venir discuter de l'idéalisation de la solidarité ou de formes de solidarité qu'on a pu entendre pendant le confinement dans les espaces ruraux entre les personnes, qui est finalement une solidarité qui existe, mais qui reste précaire, qui est une solidarité qui existe en dehors du confinement, mais qui reste aussi très concurrentielle sur les postes les plus en vue, sur les postes les plus stables, sur aussi les postes qui permettront d'acquérir une certaine respectabilité et notoriété dans les espaces ruraux, tant ils sont importants derrière pour se construire un réseau, pour faire partie des gens du coin et pour pas faire partie des cassos à propriété sociale équivalente. Voilà un petit peu une approche, ou en tout cas une entrée dans les parcours de vie de jeunes femmes en croisant trajectoire d'emploi et de formation à l'épreuve des territoires. Merci beaucoup.